Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va partir sur sur la deuxième partie de notre vidéo dédiée à Active Directory Certificate Services. Dans la précédente vidéo, dans la toute première dans laquelle on a commencé cette série cette vidéo-ci sur Active Directory Certificate Services. Donc, on a vu expliquer pourquoi est-ce qu'on montait cette vidéo-ci là sur Active Directory Certificate Service plus le PAF FortiGate. Donc, c'était en fait dans le contexte où dans nos entreprises actuellement, les services de rôle de Active Directory de Windows Server sont dans notre environnement. Et très souvent, on a comme un PAF qui est comme l'intermédiaire entre le réseau interne et le réseau externe. Et donc, pour sécuriser le trafic, on a bien souvent besoin de certificats de sécurité. Au lieu de passer le temps à acheter les certificats directement sur Internet, on peut installer une autorité de certification en interne pour résoudre énormément de soucis de certificats, que ce soit pour les certificats liés à l'authentification des utilisateurs pour accéder au réseau ou bien aux ressources internes ou pour aller sur Internet ou bien pour les utilisateurs qui sont en externe qui va entrer dans le réseau local. Donc, on a parlé de ça dans la précédente vidéo. Le lien est en description de celle-ci. Donc, dans cette vidéo, on avait parlé également de ces différents cas d'utilisation. Donc, on verra ensemble à la fin de cette vidéo comment déployer plusieurs de ces cas d'utilisation-ci. Dans cette vidéo, on a parlé des modes de déploiement, l'architecture de la mise en place d'une autorité de certification sur Windows Server, donc sur Active Directory. Donc, on avait parlé également de ce petit comparatif entre avoir une autorité de certification d'entreprise versus avoir une autorité de certification commerciale. Tout est là, les prérequis et puis le déploiement. Donc, dans cette vidéo-là, comme j'ai dit, elle est en description de celle-ci. Dans cette vidéo-là, on avait commencé avec le lab 1 où on a fait l'installation. On avait vu toutes ces étapes jusqu'à l'installation. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec la configuration post-installation. Et ensuite, on va passer au lab 2 qui sera donc ici la mise en place d'un certificat HTTP, un certificat sur FortiGate afin de sécuriser les accès HTTPS au FortiGate. Donc, on va voir comment générer à partir du FortiGate une demande de certificat, l'installer ou bien uploader la demande sur l'autorité de certification sur Active Directory, générer le certificat, l'installer sur le FortiGate. Ensuite, dans la tâche 2, ou bien dans le lab 3, pardon, ici on verra comment installer un CA local. Donc, vous vous rappelez dans les vidéos où on faisait les profils de sécurité. Il y avait par exemple le profil de sécurité concernant l'inspection SSL-SSH. Donc ici, on parlait de l'inspection approfondie ou inspection de certificat. À ce niveau-là, il était question d'utiliser un certificat qui était comme un certificat d'autorité de certification. Donc, ce n'était pas une autorité, c'était pas un certificat ordinaire, mais cette fois, c'était un certificat d'autorité de certification. Donc, dans cette tâche 3, si on verra donc comment installer le certificat de l'autorité de certification, c'est pour ça que j'ai mentionné ici là le CA, Certificate Authority. Donc, c'est le certificat de l'autorité de certification elle-même qui sera installé sur le FortiGate et on ira donc sur les profils de sécurité, voir comment ajouter ce certificat-là sur un profil de sécurité sur l'inspection SSL. Et puis, on verra donc comment accéder sur un site web parce que l'inspection SSL ici, l'objectif c'était de s'assurer que lorsque l'utilisateur accède à une ressource, accède à un trafic qui est protégé ou bien qui est monitoré par un profil de sécurité de l'inspection SSL. Très souvent, les utilisateurs recevaient comme un message d'avertissement sur leur navigateur qui leur indiquait que le certificat auquel ils sont en train d'accéder ou bien le site auquel ils sont en train d'accéder utilise un certificat qui n'est pas reconnu parce qu'effectivement, le certificat a été installé sur le FortiGate et n'étant pas disponible sur le poste de travail, le message d'avertissement devait donc apparaître tout le temps. Donc, dans une infrastructure, vous avez plusieurs centaines d'utilisateurs. Si les utilisateurs doivent avoir ce message affiché sur leur poste de travail à chaque fois qu'ils veulent accéder à une ressource qui est pourtant fiable, ça pose problème dans votre infrastructure. Les utilisateurs seront mécontents et ils vont se poser des questions. Donc, on verra donc comment mettre en place ce certificat CA là sur le FortiGate. Ensuite, comme on a dit, on fera un test et puis on verra comment pousser dans ce certificat via la GPO. Donc, comme je l'ai dit, si on a plusieurs utilisateurs, vous n'allez pas installer le certificat de façon individuelle sur chaque poste parce que il faut installer le certificat à la fois sur le FortiGate et l'installer également sur les postes ordinateurs pour que lorsque l'utilisateur, pour que les deux entités puissent reconnaître le certificat, c'est-à-dire que le poste de travail et le FortiGate, pour que le navigateur du client ne présente pas un avertissement. Donc, dans ce cas, comme je dit, si vous avez plus
vous avez une centaine d'utilisateurs, vous n'allez pas faire de l'installation poste par poste, donc il faudra donc utiliser donc un GPO, une GPO sur Windows Server donc pour déployer donc le certificat donc sur tous les postes clients. Donc, on verra ça dans la tâche 3. Et puis dans la tâche 4, on verra donc comment utiliser le LDAP sur le VPN. Ça veut dire que par exemple, lorsque vous installez le LDAP pour permettre par exemple de connecter votre FortiGate avec votre Active Directory. Ici, on verra donc comment utiliser l'option LDAPS avec le S, vu qu'actuellement on a les certificats. Donc, on verra comment utiliser un certificat sur FortiGate, un nouveau type de certificat. Cette fois, c'est là un CA distinct. Donc, ici, dans la tâche 3, on utilisera un CA, le CA local. Mais dans la tâche 4, on utilisera donc plutôt un CA distinct. Donc, on verra comment utiliser le même autorité de certification, la même autorité de certification, le certificat de cette même autorité de certification là, mais dans cette tâche 4, on l'utilisera comme un CA distinct. On installera ça dans sur le FortiGate. On va configurer dans le LDAPS, version sécurisée, version sécurisée. Et on verra comment configurer le VPN afin de permettre aux utilisateurs de se connecter au VPN avec leur compte de domaine. Donc, dans une précédente vidéo, on avait fait la configuration de VPN, mais cette fois-là, les utilisateurs se connectaient avec un compte local. C'est-à-dire qu'ils devaient avoir un compte local sur le FortiGate. Mais ici, là, on verra comment utiliser le LDAPS pour faire en sorte que les utilisateurs puissent se connecter avec leur compte de domaine. Donc, sans plus tarder, allons directement sur notre environnement pour continuer là où nous avons laissé la dernière fois. Bon, notre installation est à présent terminée, donc on va passer à l'étape de configuration des services ADCS. Donc, je peux cliquer ici. Ça me renvoie donc directement sur ce menu-ci. Donc, à partir d'ici, on va me demander donc de spécifier les informations d'identification donc pour configurer donc les services de rôle. Donc, ici, c'est à cette étape-ci là que vous pouvez, idéalement, comme j'expliquais dans les prérequis ici, création d'un compte de service et ajout donc du compte de service dans le groupe IIS, IUSRS. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ici, si je reviens ici, c'est à ce niveau-ci là donc vous devez renseigner dans le compte de service. Donc, très souvent, le compte administrateur, vous pouvez décider d'utiliser votre compte administrateur, vu que le compte administrateur, c'est un compte qui a tous les droits sur votre infrastructure. Ou alors, vous pouvez revenir, donc, vous pouvez venir donc sur votre Active Directory ici, et puis on va revenir ici sur administrateur et utilisateur Active Directory. Donc, plutôt, utilisateur et administrateur Active Directory, pardon. Donc, je peux venir ici, je peux faire directement, je fais nouveau, créer un compte utilisateur ADCS Service. Donc, je vais appeler ça comme ça là, ADCS, et puis là, point local. Donc, voilà le compte de service que je crée. Je fais suivant. Je vais mettre un mot de passe. Voilà, le mot de passe n'expire jamais. Donc, vu que c'est un compte de service, je vais donc l'utiliser ainsi. Je fais terminer. Et maintenant, comme j'ai dit, il faut l'ajouter dans ce groupe-ci là. Le groupe IIS, IU, SR, en tout cas, IU user. Donc, je viens dans membre ici, je fais ajouter. Donc, je vais ajouter dans le compte ADCS. Voilà, les deux comptes donc. Donc, vous remarquerez que comme tout à l'heure, quand j'ai voulu procéder avec l'installation, la configuration post-installation, vous avez vu le compte administrateur m'était suggéré parce que ce compte-là fait déjà partie donc, de ce groupe-ci. Donc, à défaut, vous pouvez créer donc votre propre compte et puis l'utiliser ici. Donc, comme j'ai créé un autre compte, j'ai ajouté dans ce groupe-ci là, je peux faire donc appliquer ici. Je fais OK. Donc, cela étant fait, je reviens donc ici sur mon compte ADCS. Donc, ici, au lieu d'utiliser mon compte administrateur, parce que très souvent, il est recommandé d'éviter au maximum d'utiliser votre compte, le compte administrateur, lorsque vous voulez l'utiliser pour les comptes de service. Donc, idéalement, il est souhaitable d'utiliser un autre compte que le compte administrateur. Donc, ici, je vais le modifier. Donc, maintenant, on a renseigné le compte, comme j'avais dit, le compte de service ADCS, c'est ça qu'on va utiliser. On s'est rassuré qu'il fait partie, il est membre d'un groupe administrateur local sur cette machine-ci. Et il est membre du groupe administrateur d'entreprise dans l'Active Directory. Donc, là, c'est fait. Je fais donc suivant. Donc, ici, on va sélectionner donc les services de rôle à configurer. Donc, ici, vous savez, vous avez plusieurs services de rôle, comment les installer. La deuxième étape donc, est de les configurer.
Donc, notez que ici, il y a par exemple certains services qui doivent être configurés en premier. Je suis sûr, par exemple, lorsque je vais cocher plusieurs de ces services, on va me signaler qu'il faut préalablement configurer l'autorité de certification avant donc de pouvoir configurer d'autres services. Donc, on peut essayer, je vais sélectionner déjà l'autorité de certification Racine. On va configurer l'inscription de l'autorité de certification via le web, ça également. Ensuite, si je prends un répondeur en ligne, ça aussi. Service d'inscription de périphérique, par exemple, on signale ici, impossible d'installer donc simultanément une autorité de certification et le service d'inscription de périphérique réseau sur cet ordinateur. Effectuer l'installation de l'autorité de certification avant de configurer donc le service d'inscription de périphérique réseau. Voilà, donc il y a certaines activités, certains services qui doivent être configurés en premier parce que ces autres services-là dépendent de ceux-ci. Donc, je suppose que ça, comme je dis, ça ne va pas passer. Ça également, ce sera pareil pour le service d'inscription de certificat et le service web de stratégie d'inscription de certificat. Ça également, on peut prendre. Donc, on va aller donc avec ces quatre-ci d'abord et puis, au besoin, on reviendra pour configurer ces deux-ci. Donc, là, je fais suivant. Donc ici, comme dans le slide, j'ai dit, vous pouvez configurer, lorsque vous installez votre autorité de certification, au moment de configurer, vous pouvez soit le configurer, ou bien la configurer comme étant une autorité de certification d'entreprise, parce qu'elle fait partie de Active Directory, ou d'autorité de certification autonome. Donc, étant donné que cette machine-ci fait déjà partie du domaine, donc vous remarquez ici, je l'avais déjà ajouté au domaine. C'est pour ça que ici, par défaut, on me propose donc directement l'option d'être une autorité de certification d'entreprise. Si par exemple, cette machine-ci n'était pas déjà dans un domaine, parce que vous pouvez installer le rôle même sur une machine qui n'est pas dans le domaine, et à ce moment-là, donc, vous pouvez basculer donc plutôt sur une autorité de certification autonome. Notez que malgré le fait que ce soit dans une autorité de certification, malgré le fait que la machine soit dans Active Directory, je peux toujours décider à ce niveau-ci de cocher plutôt ici, autorité de certification autonome. Voilà, donc même si la machine est dans Active Directory, je peux décider de faire d'elle une autorité de certification autonome. Voilà. Les autorités de certification autonomes peuvent être membres d'un groupe de travail ou d'un domaine. Donc, les autorités de certification autonomes ne nécessitent pas ADDS et peuvent être utilisées donc, sans connexion au réseau, donc en mode hors connexion. Donc, on va aller donc avec le mode d'entreprise et puis on fait suivant. Ensuite, le type de l'AC, est-ce que c'est une autorité de certification racine ou c'est une autorité de certification secondaire? Donc, vous vous souvenez sur le slide ici, on avait précisé que on a précisé ici tout à l'heure que soit vous commencez autorité autonome ou bien d'entreprise. Ensuite, l'étape suivante, c'est de savoir le type. Est-ce que c'est l'autorité de certification racine ou alors c'est un subordonné ou bien un intermédiaire? Donc, c'est ça qu'on propose ici. Donc, comme c'est notre premier, on va aller avec l'autorité de certification racine. Donc, à chaque fois, là, vous avez ce qui est bien avec les rôles sur Active Directory, c'est que pour chaque étape, vous avez les textes ici là qui décrivent exactement les options qui sont disponibles. Donc, vous pouvez lire pour mieux comprendre. Donc, je fais suivant. Alors ici, spécifier le type de clé privée. Donc ici, est-ce que je vais créer une clé privée pour l'autorité de certification ou bien alors je vais utiliser une clé privée existante. Donc, j'ai pas de clé j'ai pas de clé existante vu que ça c'est ma première autorité de certification sur mon domaine. Donc, je serai donc obligé ici un peu comme de prendre la première option. Donc, pourquoi est-ce qu'on crée déjà, pourquoi est-ce qu'on crée une clé? Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on crée une clé privée. La clé privée, c'est en fait une clé qui est utilisée par l'autorité de certification Racine pour pouvoir émettre des clés publiques aux clients. Voilà. Donc, vous pouvez lire par exemple ici, pour générer et émettre donc des certificats aux clients, une autorité de certification doit posséder une clé privée. Donc, vous connaissez le principe de clé privée, clé publique. Donc, si je dois délivrer des clés publiques, alors moi, je dois posséder la clé privée. Donc, c'est pour ça que l'autorité de certification Racine doit donc avoir donc une clé privée. Donc, je fais suivant. Ici, donc, dans l'interface de chiffrement, ici, c'est très important de vous assurer de choisir l'algorithme de chiffrement et la longueur de clé idéal. Par exemple, vous allez remarquer que sur les FortiGate que vous avez sur votre GNS3 ou bien les FortiGate, les versions 7.0 et antérieures, avant 7.2, vous allez remarquer que c'est sur ces versions-là, les versions que vous avez par défaut les versions par défaut qu'on télécharge sur le site de FortiGate, les longueurs de clés qui sont supportées sur ces versions-là sont
généralement 512. C'est généralement limité à 512. Donc, ça suppose que si vous avez par exemple une autorité de certification qui gère les clés de longueur 2048, à partir de votre FortiGate qui gère des clés inférieures à 2048, vous n'aurez pas la possibilité donc de solliciter un certificat provenant de celui-ci-là parce qu'il y aura comme incompatibilité sur la longueur de clé qui peut être supportée par votre FortiGate ou pas. Je parle du cas du FortiGate parce que voilà, on est dans une série de FortiGate, mais ça c'est valable pour tout autre équipement, tout autre client, on va dire comme ça, client qui sollicite un certificat d'une autorité de certification qui a une longueur de clé plus grande que celle qui est supportée par ce client-là. Pareil pour l'algorithme de chiffrement. Donc, vous vous assurez que l'algorithme de chiffrement que vous sélectionnez ici, idéalement, va être un algorithme qui peut être supporté par la plupart des équipements qui sont encore fiables. Parce que vous voyez très bien qu'il y a des algorithmes de chiffrement ici là qui sont très anciens. Et donc, si vous basculez sur les trucs plus anciens, vous mettez également l'infrastructure à risque et voilà, c'est pas très correct. Donc ici, la bonne longueur, 2048, c'est correct. Pour des sécurités plus avancées, si vous voulez, des sécurités plus avancées, vous partez à 4096. Et également ici, pour l'algorithme de chiffrement, le SHA 256 serait correct. D'accord? Ce serait correct. Mais pour des mesures de sécurité plus avancées, vous pouvez revenir, vous pouvez aller un peu plus à 512 par exemple ou 284. Mais notez bien que comme vous allez un peu plus loin, quand vous prenez les algorithmes beaucoup plus avancés, cela suppose également que vous allez par la même occasion restreindre plusieurs équipements. Donc plusieurs équipements qui roulent sur les versions 256 et longueur 2048 et inférieure seront un peu plus dans l'incapacité de demander un certificat à partir de celui-ci, à partir de demander un certificat sur l'autorité de certification. Donc voilà, c'est ici que se joue beaucoup de configuration parce qu'après avoir renseigné des valeurs ici, vous serez peut-être surpris plus tard de vouloir de faire une demande de certificat et vous rendre compte que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, dans la démo où on fera la demande de certificat, je vais prendre un exemple sur le FortiGate ancienne génération, ou bien FortiOS version précédente, et je vais vous montrer exactement comment cela se manifeste donc avec comment cela, la réaction que le FortiGate va avoir par rapport à la demande sur une autorité de certification qui a des mesures de sécurité un peu plus avancées que les mesures qui sont sur le FortiGate. Donc, on va aller avec le SHA 257 comme ça, et puis on peut autoriser également ici là l'interaction de l'administrateur lorsque l'autorité de certification accède donc à la clé privée. Donc, on va aller avec ça 2048 et SHA 256. Donc, je fais suivant. À ce niveau, donc, vous pouvez spécifier par exemple le nom de l'autorité de certification. Donc, voilà un nom commun qui est donné, qui vient sur la base de nom de domaine, nom de la machine, certificate authority, 1 pour dire que c'est la première autorité de certification de ce domaine-ci et qui est hébergée sur cette machine-ci là. Donc, ça, c'est le nom qui est proposé par défaut. Vous pouvez voilà, modifier. Voilà le suffixe réseau et puis le nom unique. Donc ça, en général, vous pouvez laisser ça comme ça, ou bien, comme j'ai dit, vous pouvez modifier ici. Voilà. Donc là, je vais laisser par défaut, je fais suivant. Maintenant, spécifier la période de validité. Donc la période de validité, vous avez vu par exemple là, c'est 5 ans. Donc la période de validité configurée sur ce certificat d'autorité, configurée pour ce certificat d'autorité de certification, doit dépasser la période de validité pour les certificats qu'elle émettra. Donc bien évidemment, voilà. Donc, pour revenir encore ici, comme j'expliquais ici, voilà, celui qui est l'autorité de certification qui est la plus élevée a une période de validité très souvent qui doit être plus grande. Ensuite, les intermédiaires vont avoir une autorité, une période un peu plus petite. Et maintenant, les certificats qui vont être délivrés donc, vont bien évidemment être plus petits. Donc, voilà un peu la hiérarchie de la chose. Donc ici, on peut prendre peut-être sur 5 ou 10 ans, ça dépend de vous. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est le certificat de l'autorité de certification. Donc, très bien à comprendre ici, c'est que ça, c'est le certificat, la période de validité du certificat de l'autorité de certification. Parce qu'il faut savoir que avant que l'autorité de certification commence à délivrer les certificats aux clients,
lui-même, il doit disposer d'un certificat d'autorité de certification. Voilà, donc c'est ça ici. Et ce certificat-là, vous l'avez, vous le customisez ou bien vous décidez des paramètres au moment de la création, de la configuration, comme on est en train de faire là. Donc voilà, c'est 5 ans. Donc ça veut dire qu'après 5 ans, cette autorité de certification, cela aura besoin de renouveler son certificat d'autorité de certification afin d'être à mesure de continuer à délivrer les certificats aux différents clients. Donc, ça, c'est bon à savoir. Donc, on va aller avec le 5 ans, c'est bon. Suivant. Donc, ça, c'est juste les emplacements de base de données où on va stocker les informations dans là. Je laisse les valeurs par défaut. Maintenant, sélectionnez le type d'authentification. Bon, le type d'authentification ici, authentification intégrée de Windows, authentification du certificat client, nom d'utilisateur et mot de passe. Donc là, on pose la question, c'est sélectionner le type d'authentification pour le type d'authentification ici, là, c'est pour la stratégie d'inscription de certificat. Voilà, ça dit d'inscription de certificat. Donc, lorsqu'on veut procéder à l'inscription d'un certificat, est-ce qu'on doit utiliser l'authentification intégrée de Windows? C'est-à-dire que voilà, par défaut sur les Windows, on connaît quel est le principe d'authentification. Est-ce qu'on doit se baser sur le principe d'authentification du certificat du client ou alors nom d'utilisateur et mot de passe? Ici, pour faire simple, on va aller avec l'option par défaut qui est là, l'option authentification intégrée de Windows. Donc là, je vais faire suivant. Donc ici, ce qu'on me propose, c'est quoi? Spécifier un certificat d'authentification serveur. Donc ici, vous avez soit la possibilité, parce que ici, on dit pour communiquer avec les clients dont les services web utilisent dans le protocole SSL pour chiffrer dans le trafic. Donc à ce moment-ci là, soit on indique ici là un certificat qui va être utilisé pour le chiffrement SSL, ou alors, comme dans notre cas, on est encore en train de créer un serveur de certificat ou bien une autorité de certification. On va donc choisir plutôt l'option ici là de attribuer un certificat pour SSL ultérieurement. Donc, on verra comment attribuer cela plus tard. Donc, pour que ce service de rôle fonctionne, vous devez configurer ce serveur avec un certificat valide. Voilà. Donc, on reviendra dessus. On va choisir et attribuer un certificat après que notre autorité de certification soit déjà conforme. Effet suivant. Donc, ici, c'est juste le résumé de tout ce que vous avez configuré précédemment. Vous avez choisi précédemment. Voilà. Donc, si tout est conforme à ce que vous voulez, à ce moment, donc, vous cliquez sur configurer. Et là, donc, la configuration va donc s'effectuer et notre autorité de certification sera donc prête à l'emploi. Donc, voilà, donc, tout est configuré. Voilà. Donc, on a là les différents autorités de certification, configuration réussie, inscription de l'autorité de certification via le web, ça c'est pour les demandes de certificats, c'est fait. Répondeur en ligne, ça c'est fait. Stratégie web, service de stratégie, service web de stratégie d'inscription de certificats, ça également c'est fait. Donc là pour l'instant tout est complet, donc on est capable à ce moment-ci là donc de configurer les templates ou bien de procéder donc à une demande de certificat. Donc je fais clôturer ici. Voulez-vous configurer les services de rôle supplémentaires? Donc, remarquez que vous vous souvenez tout à l'heure, lorsqu'on a sélectionné, je crois que c'était 4 parmi les 6 rôles, parce que les deux autres, il fallait les configurer plus tard. Donc là, une fois que vous avez fini de configurer, vous pouvez soit décider de le configurer maintenant ou alors de les faire plus tard. Donc là, on va aller avec la configuration tout de suite. Donc je fais oui. Là, je veux utiliser le même compte de tout à l'heure, le compte ADCS. Voilà. Ok, c'est le compte ADCS qu'on veut utiliser. Ensuite ici, donc je peux décider donc de configurer ces deux autres aussi. Voilà. Spécifier le compte de service. Donc, le compte de service, donc on a indiqué spécifier le compte de service. Ici, c'est recommandé. Le compte doit être membre de domaine et ajouté à ce groupe. Voilà. Donc, comme vous vous rappelez, quand j'ai spécifié ici que lorsqu'on crée le compte utilisateur, on doit s'assurer, ou bien le compte de service, on doit s'assurer qu'il soit membre de ce groupe-ci là. C'était donc pour pouvoir donc configurer donc le service d'inscription des périphériques. Donc, ça, c'est le service d'inscription des périphériques réseau. Périphériques réseau, ça veut dire que les différents équipements qui sont dans votre infrastructure, qui sont les équipements réseau, ça peut être que des serveurs, des routeurs.
S'ils veulent par exemple solliciter des certificats et tout ça, il va falloir donc qu'on ait configuré ceci également. Donc comme on avait déjà notre compte, je vais donc simplement utiliser ce compte ici. C'est le même compte ADCS. Voilà, donc c'est le même compte ADCS que je vais utiliser ici. Voilà, donc je fais suivant. Tout est correct. Donc ici, c'est en fait juste pour enseigner les informations sur l'autorité de certification. Donc, l'autorité d'inscription. Donc ça, c'est l'autorité d'inscription. Une autorité d'inscription est requise pour gérer les demandes de certificats dans du service d'inscription des périphériques réseau. Donc ça, c'est autorité d'inscription. À ne pas confondre avec l'autorité de certification. Donc, dans l'autorité de certification, on a un service qui héberge donc l'autorité d'inscription. Donc, une autorité d'inscription est requise donc pour gérer donc les demandes de certificats du service d'inscription des périphériques. Donc, c'est ça là le nom donc, de notre autorité donc d'inscription. Très important. Donc, ici maintenant, vous pouvez configurer et renseigner les informations comme la localisation, adresse courriel, ville, ainsi de suite. Ça, c'est facultatif, donc je ne suis pas obligé de le renseigner. Suivant. Ici également, même affaire comme tout à l'heure, bien choisi dans l'algorithme de chiffrement ainsi que dans le fournisseur de chiffrement. Très souvent, vous pouvez venir ici choisir un autre, dépendamment de votre infrastructure et autres. Donc, moi, je vais aller dans le Microsoft Strong Cryptography Provider et la longueur de clé, je maintiens à 2048. Donc, suivant. Ici, il faut renseigner dans l'autorité de certification qui va être utilisée donc, pour les services web d'inscription de certificats. Donc, j'ai une seule autorité de certification qui est là. C'est ça que je vais utiliser. Donc, ici, je fais suivant. Type d'authentification, donc je fais comme tout à l'heure, intégré à Windows. Spécifier le compte de service. Bon, ça, c'est comme tout à l'heure. Je vais préciser le même compte de service ADCS. Voilà. Suivant. Donc, ici également, on demande pour communiquer avec les clients, donc, le service web utilise donc le protocole SSL pour chiffrer le trafic. Sauf que vous avez remarqué que cette fois-ci, là, comme on est en train de faire des configurations des services supplémentaires, on a donc maintenant le certificat. Chose qu'on n'avait pas tout à l'heure lorsqu'on créait l'autorité de certification, lorsqu'on configurait encore l'autorité de certification elle-même. Donc ici, par exemple, on peut directement donc choisir le certificat qui va être utilisé donc pour chiffrer les communications donc, entre le client et le reste du trafic réseau. Donc ça, c'est le certificat de l'autorité de certification Racine. Voilà, le certificat de l'autorité de certification Racine, le certificat pour lequel on a dit tout à l'heure qu'on prenait la période de validité de 5 ans. Donc c'est ça le certificat qui va donc être utilisé. Raison pour laquelle, si le moment venu, le certificat n'est pas renouvelé à temps, les clients donc, ne pourront pas échanger donc, par exemple, avec l'autorité de certification. Donc ça, c'est fait. Je fais suivant. Ça, c'est juste un résumé de ce qui a été décidé. Je fais configurer. Et puis là, on va terminer donc avec la partie configuration donc, des services Active Directory, bien des services de certificat Active Directory. Donc là, tout est complet. On a fini la configuration. Voilà, tout est configuré. Le message, le message d'avertissement qu'on avait ici n'apparaît plus parce que tout est configuré maintenant. Et donc, si on revient donc ici, donc, par exemple, dans les outils, on sera donc capable d'aller sélectionner, par exemple, notez qu'on a plusieurs services qui sont disponibles. Donc, on a par exemple autorité de certification qui est ici. On peut le sélectionner. On a par exemple ici gestion des répondeurs en ligne. Ça fait toujours partie des services de l'autorité de certification Racine. Donc là, on va commencer déjà par prendre l'autorité de certification. Donc voilà, l'autorité de certification, elle est là. Voilà le serveur. Et ici, on a les informations comme par exemple le certificat revoqué, certificat déjà délivré. Donc ça, c'est les certificats qui sont déjà délivrés. On a ici les demandes en attente. C'est ici qu'on verra par exemple les demandes en attente des clients. Quand les clients vont solliciter un certificat, c'est ici qu'on va voir les requêtes des demandes en attente. Ici, on aura les demandes qui auront échoué pour une raison ou une autre. Et ici, on aura ce qu'on appelle donc les modèles de certificats. Les modèles de certificats, remarquez, j'ai expliqué tout à l'heure, les modèles de certificats ici, c'est en fait les différents types de certificats qui peuvent être utilisés pour sécuriser une ressource.
Ça veut dire que si on veut sécuriser par exemple un serveur web, voilà le certificat qu'on utilise. Si on veut sécuriser par exemple les commandes, les communications IPsec, voilà par exemple le modèle, le template en fait de certificat qui peut être utilisé. Donc on a autant de modèles ici. C'est à nous donc de customiser dans ces templates-ci-là, ces modèles-ci-là, en fonction de notre environnement. Et à ce moment-là, donc, les utilisateurs ou bien les clients seront donc en mesure de solliciter dans un certificat. Donc, les amis, voilà, la configuration est terminée. Donc, vous vous rappelez, par exemple, on était ici dans la vidéo, lorsqu'on parlait notamment ici, justement, des étapes de comment fonctionne ADCS. Donc, après l'installation, on fait la configuration. L'étape 3, donc, c'est la configuration dans des templates. Configuration des templates qui vont être donc mis à disposition des utilisateurs. On va configurer les templates et puis on va publier ces templates-là pour que les utilisateurs puissent accéder pour demander dans les certificats basés sur les templates disponibles qui seront affichés par l'entreprise. Donc là, je reviens donc directement ici. Donc, avant d'entrer ici dans la rubrique des modèles de certificats, on va voir comment accéder ici. Donc déjà, avant d'y entrer, on va rapidement venir ici là se connecter donc sur l'interface de l'enrôlement web. C'est-à-dire que ça, ce sera l'interface par laquelle les utilisateurs vont se connecter pour solliciter un certificat. Donc ici, il suffit donc d'accéder par l'adresse ou le nom de domaine. L'adresse ou le nom de domaine du serveur de certificat. L'adresse IP. Ensuite, vous allez mettre /7 SRV. Certificate Server, donc /7 SRV. Vous faites entrer. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on configurait notre autorité de certification, on avait demandé que pour la fonctionnalité de l'enrôlement, que l'utilisateur puisse se connecter avec un compte. Donc, l'utilisateur utilise le Windows Authentication pour se connecter donc, au portail dans la demande de certificat. Donc, ici, pour faire cela, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a créé donc, par exemple, un utilisateur. Donc, ici, je suis venu dans mon Active Directory. Ce que j'ai fait quoi? Je suis venu dans utilisateur, Active Directory utilisateur et ordinateur. Donc j'ai créé un utilisateur qui s'appelle John Doe. Donc si je reviens ici, donc c'est un utilisateur John Doe, comme je dis. John Doe, c'est un utilisateur member of. Donc il est juste un utilisateur du domaine. Donc il n'est pas un administrateur ni quoi que ce soit. Donc c'est un utilisateur. L'idée en fait c'est de supposer qu'un utilisateur voilà, du domaine. Parce qu'effectivement, pour accéder donc à la plateforme du serveur de délivrance des certificats, il faut que le compte utilisateur utilisé ici là soit un compte de domaine, un compte qui est connu dans le domaine. Donc ici, donc, je vais me connecter. John.2, puis je vais mettre son mot de passe. Donc là, voilà l'interface de gestion des certificats. C'est sur cette interface-là donc que les utilisateurs peuvent se connecter pour solliciter des certificats, pour regarder le statut de leurs certificats qui peuvent être en attente, ou bien pour télécharger les certificats. Donc vous avez ces trois options ici. Demander le certificat, vérifier le statut de votre certificat qui est en attente de validation, ou bien télécharger le certificat. Donc ici, par exemple, on vous donne déjà la possibilité, lorsque vous êtes connecté, vous avez la possibilité, par exemple, de télécharger le certificat CA. C'est-à-dire que le CA certificat, ça c'est le certificat de l'autorité de certification. Donc, on verra plus tard comment utiliser ceci. Donc l'idée, ce que je voulais vous montrer ici déjà, c'est que une fois que vous avez installé votre autorité de certification, même sans avoir configuré les modèles de certificat, les utilisateurs, quand ils viennent sur cette interface et qu'ils font request a certificate, ici, ils peuvent par exemple solliciter un certificat utilisateur. Donc, de base, quand tu te connectes en tant qu'utilisateur, la configuration de base de ADCS te permet de solliciter un certificat utilisateur. C'est-à-dire que le modèle, le template de certificat utilisateur est déjà publié par défaut. Ou à défaut, vous pouvez venir donc sur Advanced ici, Advanced Certificate Request. Donc ici, c'est l'interface qui vous permet par exemple de venir ici, de soumettre votre requête CSR. On verra ça tout à l'heure lorsqu'on voudra créer la demande de certificat pour HTTPS sur notre FortiGate. Donc, ce que je voulais montrer également, c'était ça, le certificate template. Donc, c'est ici que vous allez voir les certificats, ou les modèles de certificats qui sont disponibles. Donc, par défaut, donc, lorsque vous installez votre ADCS, il n'y a que ces deux modèles qui sont disponibles. Utilisateur ou bien le basique EFS. Donc, du moins, c'est pour dire que lorsque vous avez déployé, il n'y a que ces deux-là qui sont disponibles. Donc,
le certificat EFS basique qui est ici, le modèle EFS basique qui est ici, et le certificat utilisateur. Donc, il n'y a que ces deux-ci qui sont disponibles. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez rendre d'autres modèles disponibles pour la demande des utilisateurs, ce que vous faites donc, vous venez ici là sur modèle de certificat, clic droit, vous faites donc gérer. Donc ici, ça va nous afficher donc en fait comme l'ensemble des modèles ou des templates de certificats qui sont disponibles sur l'ADCS. Donc voilà autant de modèles qui sont disponibles. Donc l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif ici, c'est de customiser un de ces modèles-ci là et le rendre donc disponible sur la liste des modèles ici qui seront donc publiés ou bien qui seront donc disponibles également donc pour les utilisateurs qui viennent sur le portail ici tout à l'heure comme on a vu on vient sur le portail ici pour regarder donc dans Certificate Template. Donc l'idée c'est de dupliquer un modèle ici, customiser. Donc customiser ça veut dire qu'on va aller là par exemple dans les paramètres de sécurité de ce certificat là pour dire par exemple que ok, les utilisateurs connectés ils pourront avoir accès à ce certificat pour faire une demande. Et donc, on va donner entre autres les éléments. Donc, trêve de bavardage, je vais aller directement, donc, par exemple, prendre ici là, le web server template. Donc, je fais clic droit ici. Je vais donc faire dupliquer le modèle. Voilà. Je fais dupliquer. Donc, ici, vous avez un ensemble d'informations. Donc, je vais ramener un peu ça au centre comme ça. On a un ensemble de menus ici. Donc, ce qui nous intéresse, par exemple, ici, c'est de venir dans Général ici. Donc, ici, vous avez, par exemple, la compatibilité. Ici, vous pouvez décider, est-ce que vous voulez que ce soit compatible pour les autorités de certification plus anciens ou plus récents? Est-ce que vous voulez que le certificat soit, il y ait moyen d'installer ce certificat-là sur des versions de Windows plus anciennes? Donc, ça, vous customisez ça en fonction de votre environnement. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir, par exemple, ici dans Général. On va, par exemple, renommer ce certificat-ci, du moins ce modèle. Donc, étant donné qu'on cherche un modèle pour, pour sécuriser l'accès administratif HTTPS sur notre FortiGate. Donc, je vais appeler ce modèle-ci, donc, par exemple, HTTPS FortiGate. Donc, juste pour que ça donne un sens pour moi. Et ici, vous avez comme la période de validité. Donc, à chaque fois que vous allez générer ce genre de certificat, un certificat sur la base de ce modèle, quelle sera donc la période de validité? Est-ce que c'est 1 an, 2, 3? C'est vous qui décidez. Vous pouvez réduire en nombre de jours, semaines et autres. Et ici, la période de renouvellement. Donc, après, à partir de combien de semaines est-ce qu'on doit déjà commencer à parler de renouvellement donc pour ce certificat? Est-ce que vous voulez qu'on publie ce certificat-là, par exemple, dans Active Directory? Voilà, ça peut être utile si vous voulez que ce certificat soit reconnu par toutes les entités qui sont dans Active Directory. Donc, on peut prendre ça. Et autre chose qui nous intéresse ici, c'est de venir dans sécurité ici. Donc, dans sécurité, ici, là, on doit s'assurer donc que les utilisateurs qui auront accès au portail d'enrôlement pour le certificat pourront donc inscrire ce certificat-là. Donc, on s'assure que, par exemple, ici, Authenticated User, donc ça, c'est Authenticated Utilisateur authentifié ou bien utilisateur de domaine également ici. Vous assurez que les options inscrits et inscription automatique ici sont cochées, ainsi que l'option de lecture. C'est sûr que pour les administrateurs, ils peuvent avoir full access et autres peuvent avoir full access, mais le plus important, c'est de permettre aux utilisateurs qui se connectent, par exemple aux utilisateurs connectés, que ce soit les utilisateurs connectés ou que ce soit les utilisateurs du domaine, qu'ils aient dans la possibilité. Bon, après, comme je dis, ça, c'est un modèle que vous créez parce que vous voulez rendre ça public. Par exemple, dans notre cas, on va rendre ça public pour tous les utilisateurs de domaine. Mais vous pouvez customiser, par exemple, un modèle que vous voulez rendre ça disponible uniquement, par exemple, pour votre équipe de développeurs. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez avoir, par exemple, un groupe ici, qui est le groupe dans lequel vous avez vos ingénieurs de software ingénieurs. Ça veut dire qu'ils ont peut-être besoin de ce modèle de certificat-là, par exemple, parce qu'ils ont besoin de demander un certificat qui veut sécuriser une application métier au sein de l'entreprise. Donc, vous allez créer dans le modèle et le customiser, le rendre disponible donc, uniquement pour eux. Ça veut dire que ce n'est que les utilisateurs de ce groupe-là, lorsqu'ils sont connectés, qui pourront voir dans ce modèle-là disponible. Donc, ça, c'est fait. Donc, je crois que là, ça fait le tout. Moi, j'ai juste besoin de sécurité. Et puis, en général, pour renommer ici, là. Donc, vous avez, comme j'ai dit, il y a un ensemble d'informations ici, là. Vraiment, vous pouvez customiser un ensemble d'informations ici. Mais moi, pour l'instant, je vais avec ces deux-là et c'est correct pour moi. OK. Donc, notre modèle, le voici, HTTPS FortiGate. Donc, le voici qui est disponible ici. Ce qu'il faut faire maintenant que j'ai dupliqué, j'ai créé un nouveau modèle, que je l'ai customisé selon mes besoins, ce que je peux faire donc maintenant, c'est de revenir donc ici sur modèle de certificat, je fais clic droit et puis je vais faire nouveau
et puis je prends donc ici nouveau modèle de certificat à délivrer. Ça veut dire que ici je vais donc entrer dans la phase 4 que voici. Publish Certificate Template. Donc là, je suis en train de vouloir publier donc ce modèle de certificat. Donc là, dans nouveau, je fais donc nouveau modèle de certificat à délivrer. Je viens donc, je sélectionne ce que je venais de customiser précédemment, donc HTTPS FortiGate, donc je fais OK. Le modèle, donc le voici ici, qui est désormais disponible dans la liste des modèles publiés. Donc normalement, avec les permissions que j'ai données sur le modèle, normalement cet utilisateur-ci là, si je rafraîchis et que je viens regarder ici, je devrais avoir donc ce modèle-là disponible. Donc ici, voilà, donc j'ai mon modèle HTTPS FortiGate qui est donc désormais disponible ici. Donc les utilisateurs authentifiés peuvent donc solliciter des certificats de ce modèle-ci là. Donc ici, qu'est-ce qu'on devait faire? Je crois que dans les activités, ici, donc ok, il était question donc de se connecter et on a fini la tâche post-configuration. Donc autre chose, autre chose, il faut que je m'assure que lorsque les utilisateurs vont solliciter des certificats, qu'ils aient la possibilité que ce certificat-là reste en mode pending, c'est-à-dire qu'en attente, pour que les administrateurs de domaine ou bien les administrateurs de certificats eux-mêmes puissent valider. Voilà. Donc pour ça, quand les utilisateurs vont demander les certificats, ça va rester ici là donc dans certificat en attente. Comme ça, les administrateurs de certificats vont examiner dans la requête avant de valider. Donc pour ça, je fais juste clic droit ici, propriété. Et puis, je crois que c'est dans module de stratégie ici, et puis propriété. Donc ici, par défaut, c'est suivre les paramètres dans le modèle de certificat si cela est applicable. Donc moi, je vais venir plutôt ici je vais prendre l'option plutôt définir l'état de la demande de certificat comme étant en attente. Donc l'administrateur doit donc explicitement donc émettre le certificat. Donc ça, c'est la meilleure option pour éviter que les gens... Parce que si dans le modèle, on a dit par exemple qu'une fois demandé, le certificat doit automatiquement être approuvé, ça veut dire que les gens, n'importe qui dans votre infrastructure peut solliciter un certificat et obtenir son certificat sans que vous, en tant qu'administrateur de l'ADCS, vous ne sachiez exactement que ce certificat-là a été généré et est en cours d'utilisation par un utilisateur. Donc, il faut toujours que vous ayez le contrôle total sur l'ensemble des certificats qui sont générés sur votre plateforme. Donc là, je vais faire appliquer. Et donc, on va me demander donc de redémarrer les services de ADCS. Donc, j'ai OK, je fais OK ici, OK. Donc, pour redémarrer les services, je viens sur mon Windows Server ici, du moins sur mon serveur. Je vais sélectionner juste le rôle ADCS ici, à gauche. Voilà, et puis je viens un peu plus bas dans la rubrique services ici. Et puis j'ai donc par exemple les 3 services qui sont disponibles ici. Donc, je vais redémarrer celui-ci, redémarrer les services. Bon, vous pouvez redémarrer tous les 3. Hein. En général, moi, dès qu'on me dit de redémarrer un service, il y a un ensemble de services qui peuvent être liés. Donc, en général, je redémarre tous les 3. Donc, pour revenir dans ici, qu'est-ce qu'on va aller faire donc sur le Lab 2? C'est de se connecter sur le FortiGate et puis générer une demande de certificat et puis l'uploader sur notre ADCS, valider la requête au niveau de l'autorité de certification, générer le fichier de certificat et puis l'installer sur le pare-feu. Donc, on va aller donc directement ici. Donc, sur mon navigateur ici, je vais ouvrir ici, ça c'est mon pare-feu. Donc là, je suis connecté sur mon pare-feu. Donc, je peux venir ici dans système. Je fais réglage. Donc, dans réglage ici, j'ai juste le nom FortiGate Prod. Vous remarquerez par exemple ici, le certificat. Je n'ai pas de certificat en tout cas. En tout cas, il y a les certificats par défaut de FortiGate qui sont là. Donc, bien évidemment, il faut que je crée un nouveau certificat et probablement également, je vais modifier. Donc, pour des raisons de sécurité, il faut modifier dans le numéro de le port qui est utilisé. Donc, voilà le nom de mon certificat FortiGate Prod. Je m'assure juste que ici dans réseau, paramètres DNS, ici au lieu d'utiliser les serveurs DNS de FortiGate, j'ai décidé d'utiliser par exemple ici, spécifier les serveurs DNS pour mentionner le serveur, ou moins l'adresse IP donc, de mon serveur DNS, pour être sûr que mon FortiGate, il peut communiquer donc directement avec mon FortiGate, à mon serveur DNS.
Donc, ce que je fais donc par la suite, c'est de venir ici sous système et puis on va venir ici sous certificat. Donc, ici sous certificat, ce que je fais donc, c'est ici créer, importer. Donc, ici, je vais faire quoi? Générer une CSR. Voilà, générer une CSR. Je vais sélectionner donc générer une CSR ici. Donc, ça, c'est une requête de certificat. C'est en fait ici que vous allez produire les informations pour lesquelles vous voulez, les informations de votre entreprise ou bien pour votre certificat. Et ça va produire comme un fichier que vous allez maintenant venir ici sur le portail web d'enrôlement de certificat pour mettre dans cette requête-là ici et puis choisir le template pour lequel vous voulez générer le certificat, puis soumettre. Donc, allons-y directement. Donc, je vais appeler ça nom du certificat. Certificat HTTPS. Bon, je vais dire ça comme ça. Je ne veux pas me compliquer la tâche. Certificat HTTPS. Et puis ici, je vais utiliser donc type d'identité. Ici, je vais utiliser donc par exemple nom de domaine. Donc, mon FortiGate s'appelle par exemple FortiGate-prod. Donc, je vais dire, je vais créer avec le nom de domaine lab.local. Voilà. Donc, ça, c'est en fait le nom de domaine. En fait, ça, c'est le fully qualified domain. Ça, c'est le nom de domaine complet donc, de mon FortiGate dans le domaine. Voilà. Donc, ici, en général, c'est des informations optionnelles ici, mais très souvent, il sera recommandé, par exemple, d'ajouter ces informations sur la donne. Unité organisationnelle, donc ce que je vais dire par exemple ici, c'est IT Team, organisation, IT Trainings, IT Training Lab, c'est le nom de l'organisation, localité, je vais dire par exemple Québec, État Québec, Québec, pays, si je veux, je dis par exemple Canada. Ok. Adresse email, on peut mettre une adresse email si on veut. Autre nom du sujet, donc ça aussi, si vous voulez mettre autre nom de sujet. Et puis, mot de passe de la clé privée. Donc, si vous voulez également, par exemple, sécuriser, par exemple, le fichier, vous pouvez également donc définir un mot de passe ici. Voilà. Donc, ça, c'est un ensemble d'informations, c'est optionnel ou bien c'est comme vous voulez. Vous mettez ou renseignez cette information. Et puis, ici, la méthode d'enrôlement. Donc, vous allez remarquer, donc, par exemple, ici, le type de clé. Vous avez ici là donc type de clé RSA, longueur de la clé 512 bits. Donc ça, remarquez, ça c'est par exemple un FortiGate qui est sous, ça c'est un FortiGate qui est sous mon GNS3. D'accord, ça c'est un FortiGate qui est sous mon GNS3 et un FortiGate qui a une licence d'évaluation. Donc ça c'est un FortiGate qui a une licence d'évaluation et qui est sous GNS3. Donc, je vais me connecter avant de procéder pour qu'on voit la différence. Je vais me connecter donc ici là sur mon FortiGate physique. Donc, ici sur mon FortiGate physique, si je viens par exemple ici là dans certificat, donc supposons par exemple que je viens dans certificat ici. Donc, je vais basculer la langue par exemple ici en français, French apply. Donc, je vais revenir rapidement ici sur certificat. Et puis ici, supposons par exemple que je vais générer une CSR ici. Donc, vous allez remarquer par exemple ici, contrairement au FortiGate pour lequel j'ai une licence d'évaluation, sur mon FortiGate physique ici, voici par exemple les types de clés disponibles. RSA plus courbe elliptique. Tandis que les longueurs de clés, vous allez remarquer dont j'ai 1024, 1536, 2048, 4096. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? On va essayer donc de générer, vous avez vu la seule longueur de clé, en tout cas les seuls paramètres qui sont disponibles ici, c'est longueur de clé 512. Donc on va essayer donc de prendre ce fichier ici là avec 512, générer donc cette requête de certificat avec la longueur de clé de 512 et puis on va venir essayer donc de demander un certificat. Donc ici, on verra ensemble ce que ça donne. Donc là, j'ai les informations dont j'avais besoin, je fais OK. Donc, notre demande de certificat, du moins le CSR,
certificate signing request. Donc, notre certificate signing request, il est créé. Donc, notre fichier de demande de certificat est créé. Le voilà en attente. Donc, ici, c'est en attente. Ce qu'on va faire, donc, c'est de télécharger dans ce fichier ici. Donc, je fais télécharger. Le voici. Je vais l'ouvrir donc avec bloc-notes. Oui, bloc-notes, bon, ok. Donc, l'objectif, donc, c'est de prendre dans ce fichier, ce contenu ici. Voilà, je copie ce contenu. Je viens donc ici sur mon portail d'enrôlement de certificat. Je vais donc coller le contenu ici, dans cet espace-ci. Voilà. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un template que j'ai customisé pour les certificats HTTPS pour FortiGate. Je prends donc ce template-ci là. Et ce que je fais donc ici, c'est des attributs. Ici, ça va être des attributs additionnels. Vous pouvez mettre ici. Donc, moi, c'est bon, je fais soumettre. Alors, on dit ici, your certificate request was denied. Your request ID is 8. Donc, the disposal message is denied by policy module. Contact your administrator. Denied by policy module. Donc, je vais revenir donc ici. Je regarde donc dans demande en attente. Je n'ai rien dans demande en attente ici. Les demandes ayant échoué. Donc, vous allez remarquer ici, demande ayant échoué, j'ai demande ID ici là, 8. Demande ID 8. Si je viens ici, vous remarquez que le lead de la demande numéro 8 que voici a échoué. Et la raison pour laquelle cela a échoué, je vais agrandir comme ça pour que ça soit beaucoup plus visible. Donc, la raison pour laquelle cela a échoué est simplement la suivante. La clé publique n'atteint pas la taille minimale requise par le module de certificat spécifié. D'accord? Vous vous rappelez lorsqu'on configurait, lorsqu'on était dans l'étape de configuration de cette autorité de... C'est ça ici. Donc, quand on est dans l'étape de configuration de cette autorité de certification, si vous vous rappelez, lorsqu'on a demandé de choisir la longueur de la clé qui pouvait être supportée, vous vous rappelez, j'avais bien précisé à ce niveau-là que dépendamment de la longueur que vous sélectionnez, sachez que si vous avez des équipements qui ont des longueurs de clés inférieures, et à ce moment-là, j'ai choisi 2048. Si vous avez donc des certificats ou bien des équipements, pardon, qui ont une longueur qui supportent une longueur inférieure à 2048, alors ces équipements ne seront pas en mesure donc de solliciter des certificats. Donc voilà donc un exemple palpable. Donc voilà avec le motif qui est bien mentionné là. Donc la clé publique n'atteint pas la taille minimale requise par le modèle de certificat. Bon, après ici, c'est basé plus sur le modèle de certificat. C'est vrai qu'on parle ici là donc basé la taille. La clé publique n'atteint pas la taille minimale requise par le modèle de certificat spécifié. Modèle de certificat spécifié, ça donne comme l'impression qu'on peut rentrer sur le modèle de certificat pour préciser, du moins pour modifier. Donc, on va essayer de le faire. Donc, on vient dans le modèle ici. On va aller ici, on ne peut plus modifier parce que ça là, c'est publié. Donc, ici, quand on partait dans paramètres, vous ne pouvez pas modifier grand-chose ici là. Donc, ici, il faut revenir ici dans gérer. Et puis, dans gérer, on va prendre dans ce modèle-ci là, on va aller dans les propriétés. Si vous allez voir donc ici, donc vous voyez par exemple, donc, quand on revient donc ici, vous allez remarquer ici là que chiffrement, malgré le fait que dans la stratégie, lorsqu'on faisait la configuration, de l'autorité de certification, on avait dit que le minimum de clés devait être 2048. Remarquez que cependant, lorsqu'on vient dans la création des modèles, des modèles de certificat ici, vous avez par exemple dans l'option chiffrement la possibilité donc de modifier cette valeur. Vous voyez? Donc ça, c'est un élément important. Si vous ne savez pas que cette valeur-là est disponible ici et en modification, vous allez donc vous retrouver donc dans cette situation où vous générez un certificat, ça ne réussit pas parce que la taille donc de la clé minimale sur ce modèle-là, c'est pour ça que j'ai pris la peine de faire ça pour qu'on puisse comprendre que la configuration qui a été faite au niveau du serveur, au moment de la configuration de l'autorité de certification, c'est une chose. La décision qui va être faite au niveau de la customisation donc, du modèle de certificat, c'est autre chose. Voilà. Donc, idéalement, on voudrait que ça soit à 2048.
Mais pour des raisons particulières, vous pouvez donc revenir ici et dire par exemple que vous voulez ça à 512. D'accord? Donc, on peut revenir là et dire qu'on prend pour 512 pour que ça matche avec ce qu'on a décidé. Ça matche avec la longueur qui est acceptable par notre FortiGate ici. Donc, c'est très important. Cette partie-là, je vais juste baisser ceci. Donc, on va remettre donc ça ici là donc à 512. Voilà, la taille elle est remise à 512. Et puis, donc, je vais faire appliquer. Et puis, je fais OK. Idéalement, quand on applique ainsi, la meilleure astuce lorsque vous avez modifié le modèle, parce que parfois vous pouvez modifier le modèle et puis vous revenez directement ici là, vous actualisez ou bien vous redémarrez les services ADCS. Donc on peut revenir ici là sur le serveur ici. On redémarre les services ADCS pour que ça prenne en compte. Parfois, vous pouvez redémarrer les services et puis vous allez, ça ne prend toujours pas en compte. À ce moment-là, la solution sera donc de supprimer le modèle qui a été déployé, puis redéployer un nouveau modèle. Donc, on va essayer d'abord ainsi. Donc, je vais revenir ici. Je reviens donc en arrière. Et puis, ce que je fais, je soumets de nouveau. Voilà. Et donc, vous voyez maintenant, quand je soumets de nouveau, on dit donc, your certificate request has been received. However, you must wait for the administrator to issue the certificate you requested. Your request ID is 9. Donc, please return to this website in a day or two to retrieve your certificate. Voilà. You must return with the web browser within 10 days to retrieve your certificate. Donc, de toute façon, on m'informe ici que ma requête a été soumise. Et voici l'idée de ma demande. Et que pour des raisons administratives ou bien des raisons de sécurité, je dois attendre qu'un administrateur se connecte donc pour valider donc mon certificat et que je pourrais revenir entre 2 ou 3 jours, enfin, entre 1 ou 2 jours ici là pour, bon, je ne vais pas entrer dans les traductions. Donc, je vais directement donc, sur mon autorité de certification ici. Je viens donc dans demande en attente. Voilà. Donc, vous avez donc ici là, donc dans demande en attente, donc bien remarqué qu'on a bien notre ID, notre ID qui est le numéro d'identification, bien l'ID de notre demande qui est 9. C'est bien ceci. Donc, ici, l'objectif, comme je disais, de mettre de configurer votre autorité de certification pour que les demandes tombent d'abord dans l'espace demande en attente ici. C'est parce que, comme je dis, en tant qu'administrateur, vous devez vous assurer que tous les certificats que vous validez ou bien tous les certificats qui sont utilisés sur votre infrastructure, pardon, vous devez vous assurer que tous les certificats qui sont utilisés sur votre infrastructure sont des certificats qui sont autorisés par vous-même et donc vous connaissez à quoi ça va servir. Donc, ici, quand j'agrandis ou bien quand je sélectionne, je peux parcourir pour voir, OK, date de soumission de la demande, quel utilisateur a demandé. Et généralement, quand vous voyez par exemple l'utilisateur, vous en tant qu'administrateur, vous savez à peu près dans quel département de votre infrastructure se trouve cet utilisateur et vous comprenez à peu près quel peut être le besoin de ce certificat. Vous pouvez même lui écrire directement pour demander, OK, j'ai vu ta demande là, est-ce que c'est par rapport à quoi? Donc, vous posez les questions, vous vérifiez que les informations qu'il a renseignées sont correctes et que c'est une demande qui est légitime. Donc, à ce moment-là, donc, quand tout est correct, je fais juste clic droit, je vais dans toutes les tâches. Et ce que j'ai à faire, par exemple, ici, je peux soit refuser si je me rends compte que, OK, cette demande-là n'est pas correcte. Je peux délivrer, je peux exporter, par exemple, pour exporter ça en données binaires. Bon, nous, pour faire simple, on va délivrer le certificat ici. Donc, une fois que c'est délivré, ID 9, je peux venir donc un peu plus haut dans le menu certificat délivré ici. Je vais donc ici actualiser. Vous remarquerez que ici, je n'ai pas ID de certificat. Le certificat numéro 9 n'est pas disponible ici. Donc, vous remarquerez ici que malgré qu'on ait réduit, les informations sur le profil, sur la longueur de la clé de sécurité, j'ai essayé à maintes reprises de régénérer le certificat, mais j'ai toujours le même message d'avertissement, le même message d'erreur ici. Algorithme de signature, la longueur de clé publique ne répond pas au minimum requis par le système. Donc, il n'y a pas moyen de générer des clés, de générer un certificat pour
pour un FortiGate qui supporte une longueur de clé inférieure. Donc là, on ne pourra donc pas installer un certificat ici parce que la longueur de clé qui est supportée ici, le max c'est 512. Pourtant, on avait configuré en disant 2048. Donc, je vais revenir donc ici sur le FortiGate physique. Donc, je vais refaire la même configuration ici. Donc, je vais appeler ça certif HTTPS, certificat pour HTTPS. Certif HTTPS. Voilà. Ici, je vais mettre FortiGate. FortiGate.lab.local. Lab.local. Donc, je vais comme mettre les mêmes informations ici. Donc, je ne vais pas créer quelque chose de nouveau. Et cette fois-ci, on a donc une clé donc de 2048. Donc, on va aller avec une clé de 2048. Donc, je vais faire OK. Donc, on a notre demande qui est en attente ici. Je vais donc télécharger le fichier. Je vais télécharger, je vais l'ouvrir. Voilà son contenu. Je le récupère. Je reviens sur l'interface de demande de certificat ici. Donc ici, je vais actualiser Request a Certificate, Advanced Certificate. Puis ici, je vais mettre ceci. Et puis là, je prends toujours mon FortiGate, le HTTPS. Le HTTPS FortiGate, le template, le modèle qu'on a créé tout à l'heure. Je fais Submit. Donc, ma demande est soumise avec l'identifiant 15. Donc, je vais revenir ici. Demande en attente, j'ai 15. Donc, je fais comme tout à l'heure, clic droit, délivrer. OK. Certificat délivré. Et cette fois-ci, j'ai donc mon certificat délivré donc, qui apparaît donc ici dans la liste donc, des certificats délivrés. Voilà. Donc, j'ai mes certificats délivrés ici. Donc, si je reviens ici, comme on lui a dit de revenir quelques jours après, donc je vais faire revenir en arrière. Puis ici, je vais aller sur View the status of the pending certificate request. Donc, je clique là. Je peux voir l'ensemble de mes certificats qui sont en attente. Ça, c'est les anciens. Donc, celui-ci ne devrait plus être là. Celui-ci aussi, c'est un ancien. Je crois que c'est à cause du cache. Et puis là, j'ai donc le plus récent que je venais de demander. Donc, ça, c'est le récent, le 15. Donc là, on me donne donc la possibilité de télécharger. Donc, soit je peux télécharger dans en DR, encoded, ou je peux télécharger sur la base 64 encoded. Donc, ici, pour mon FortiGate, je vais donc aller avec la version par défaut. Je vais faire juste download certificate. Voilà, donc je fais download certificate ici. Je vais conserver le fichier de certificat, le voici. Et donc, pour l'activer sur mon FortiGate, tout ce que j'ai à faire donc, quand je reviens ici, remarquez quand je reviens ici, c'est pas comme si lorsque on valide le certificat sur le total de certification, le certificat devient validé ici. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça reste toujours en attente. Et maintenant, quand vous avez le certificat, ce que vous avez à faire donc, maintenant, c'est de revenir donc, ici. Je reviens ici là dans l'effet certificat. Et cette fois-ci, je prends l'option certificat ici. J'ai mon fichier de certificat que je vais installer. Donc ici, je laisse let encrypt, je laisse la deuxième option. Je viens donc ici là sur importer dans un certificat. Donc je fais importer certificat. Et puis là, j'ai donc comme un certificat qui est en local. Donc je prends donc certificat local, je fais envoyer. Et puis je reviens dans mon poste de travail ici. Je vais récupérer le certificat. Du moins le fichier que je venais de télécharger. Donc je fais ouvrir. Le voilà. Et puis je fais créer. Donc le certificat a été généré. Donc là, je fais OK. Et donc, ça va actualiser. Donc, vous allez remarquer donc maintenant, sur ma demande de certificat qui vient d'être validée, j'ai donc des informations donc, pour mon certificat. C'est-à-dire que les informations qui étaient dans la requête, qui ont été validées maintenant, sont entrées donc ici pour authentifier donc ma demande. Donc, voilà donc les informations sur mon certificat. Je peux double-cliquer dessus pour voir donc par exemple, OK, voilà les informations, nom du certificat, version, numéro de série, le common name, ainsi que les informations optionnelles que j'ai renseignées tout à l'heure. Donc voilà l'ensemble des informations et puis valide de le 8-5-20-26 au 8-5-20-27. Donc avec l'heure exacte. Donc
Ça, c'est des informations pour dire que ce certificat est valide 1 an et puis après 1 an, il va falloir renouveler. Donc, voilà donc les étapes. Donc, comme on a dit, à partir du FortiGate, générer le fichier CSR, uploader le fichier CSR sur le portail d'enrôlement de certificat de ADCS, valider la requête sur l'autorité de certification, générer donc le fichier de certificat comme on a vu et le télécharger et maintenant l'installer sur le FortiGate. Donc, cette partie donc installée sur le FortiGate suppose qu'on vient donc ici, vu que c'est un certificat qu'on a délibérément choisi pour notre accès HTTPS. Je vais donc venir ici dans Réglages. Et puis dans Réglages ici, je vais tout simplement venir ici et puis sélectionner donc notre nouveau FortiGate, notre nouveau certificat qui s'appelle donc Certif HTTPS. Donc, je peux le prendre donc ici. Donc, ce que j'ai à faire, donc, c'est simplement appliquer. Voilà. Donc, une fois que j'ai appliqué, ça veut dire désormais l'accès HTTPS donc sur mon l'accès administratif donc sur mon FortiGate est désormais protégé donc par ce certificat-ci. Voilà. Donc, voilà un peu donc pour la tâche, pour le lab 2. Voilà, le lab 2 est à présent complété. Ensuite, on devait faire le lab 3 et le lab 4 dans le certificate CA. L'installation d'un certificat CA et l'inspection SSL, peut-être approfondie ou de certificat. Ensuite, le lab 4, donc, qui est la configuration LDAPS et puis avec le VPN. Donc, dépendamment de la longueur de cette vidéo, on risquerait peut-être de mettre cette partie-ci là dans ces deux labs-là dans une quatrième partie. Et donnez-nous également en commentaire si vous avez par exemple d'autres labs que vous voulez par exemple qu'on profite de cette occasion-ci là pour les implémenter sur le FortiGate. Donc, n'hésitez pas à nous donner ces informations-là en commentaire et puis on se fera un plaisir d'ajouter donc par exemple un nouveau lab qu'on pourra faire dans une troisième vidéo pour clôturer dans cette série de Active Directory Certificate Service avec le FortiGate.